Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc tout d'abord, merci d'être avec nous cet après-midi pour ce 4e webinaire Atlanchim Pharma qui, comme son titre ne l'indique peut-être pas, sera consacré à la chimie des nucléosides. Alors compte tenu du rôle clé qu'ont les nucléosides dans le monde du vivant, il n'est pas en soi surprenant que depuis les années 50, de nombreux nucléosides ont été préparés et évalués, principalement dans le cadre de la recherche de nouveaux agents antiviraux potentiels. Avec aujourd'hui environ une quarantaine de molécules sur le marché, les analogues de nucléosides sont sans doute un réel succès dans le cadre des traitements en chimiothérapie antivirale. Néanmoins, on a toujours besoin de nouvelles molécules pour lutter contre les virus et la pandémie actuelle illustre malheureusement ce constat. Alors, du côté d'Atlanchim Pharma, depuis 2004, nous avons préparé pour nos clients de nombreux nucléosides, mais aussi de nombreux nucléotides et ainsi acquis à travers tous ces contrats une expertise importante dans ce domaine. Alors, depuis un certain temps, nous avons souhaité partager en quelque sorte ce savoir et cette expertise à travers des lettres scientifiques. Il y a quelques mois, nous avons publié une lettre scientifique où nous nous étions intéressés à la modification sélective et efficace des différentes positions que vous voyez ici sur la partie pentose des nucléosides. Il y a quelques jours, nous avons, toujours dans le domaine de la chimie des nucléosides, publié en ligne sur le site de notre société, dont vous avez ici le lien, une nouvelle lettre scientifique Atlanchim Pharma qui, elle, était consacrée à la synthèse de nucléosides ayant montré un intérêt plus ou moins important dans le cadre du traitement des coronavirus, incluant bien sûr le Covid-19. Alors aujourd'hui, nous avons souhaité continuer cette exploration de la chimie des nucléosides avec vous à travers le plan que vous avez sous les yeux. Donc, tour à tour, nous examinerons la synthèse de la gemcitabine et aussi le cœur nucléosidique du phosphabuvir et aussi le cœur nucléosidique du remdesivir. Dans les deux premiers exemples, nous allons surtout nous concentrer sur une réaction qui est très importante dans la chimie des nucléosides, qui est la réaction de N-glycosidation, qui consiste en quelque sorte à greffer cette nucléobase en position anomérique sur ce sucre. Et on verra que du point de vue mécanistique, lorsqu'on a un groupement en position 2 sur le donneur de glycosyl, eh bien, ça conduit à des réactions qui vont être hautement diastérosélectives, ce qui sera malheureusement pas le cas dans les deux exemples qu'on va traiter, puisque dans ces deux exemples, on n'aura pas de groupe de type acétate qui sont capables d'apporter ce qu'on appelle une assistance enchimérique. Donc, on reviendra en détail sur ce mécanisme de cette réaction qui est somme toute une réaction clé dans tout ce qui concerne la synthèse d'analogues de nucléosides. Alors, dans le troisième exemple qu'on va aborder ensemble, dans ce troisième exemple, on va s'intéresser à la construction d'un centre anomérique quaternaire dans le cadre cette fois-ci d'un C-nucléoside. Alors, comme vous avez pu peut-être le voir sur les deux premiers exemples, au niveau de la liaison entre le sucre et la nucléobase, on a affaire à ce qu'on appelle une liaison carbone-azote, ce qu'on va retrouver dans la majorité des nucléosides naturels. Par contre, dans ce cas-là, eh bien, on a une liaison carbone anomérique base où à la place de l'azote, on a un carbone. Et dans ce cas très particulier, le carbone a été positionné juste ici. Donc, on a ici ce qu'on considère comme un analogue de l'adénine. Alors, on va maintenant s'intéresser au premier exemple qu'on va traiter ensemble. Donc, c'est l'exemple de la synthèse de la gemcitabine. Alors, la gemcitabine, c'est un nucléoside, comme on va le voir, qui est excessivement important dans le cadre du traitement du cancer. Et c'est somme toute
un simple analogue gemme difluoré de l'acétidine, puisque ici en position de prime, au lieu d'avoir la fonction alcool sur la face alpha du sucre, on a un carbone qui va porter, comme je l'ai indiqué à l'instant, 2 atomes de fluor. Alors, cette gemcitabine a été synthétisée au début des années 80 par les chimistes de la société américaine Lilly, et en 1996, ce composé a été mis sous sa forme de chlorhydrate sur le marché pour le traitement de différents types de cancers, soit seul ou en association avec d'autres agents anticancéreux. Donc le nom qui a été retenu pour ce composé, c'est le Gemzar. Alors c'était un produit qui a été très important pour la société Lilly, puisqu'en 2007, son chiffre d'affaires représentait plus de 1,7 milliard de dollars. En 2010, le composé a été génériqué, et si on regarde la production mondiale, vous avez des chiffres qui oscillent entre 7 à 8 tonnes de production de ce composé de type anticancéreux. Alors, comme vous pouvez le voir ici, ce qui va être important, ça va être la réaction de glycosylation qu'on va voir un peu plus tard. Mais avant tout, on avait souhaité, dans ce cadre-là, de vous faire un rappel concernant cette réaction de N-glycosylation, comme on va le voir sur cet exemple. Alors, on a choisi un exemple en quelque sorte idyllique qui, à partir de ce donneur de glycosyle avec en position 2 ici un acétate, va permettre, comme on le verra quand on va examiner de plus près le mécanisme, d'avoir un effet en chimérique. Alors, tout d'abord, on a donc le donneur de glycosyle. Donc, en l'occurrence, ici, vous avez un carbone anomérique qui est activé avec un acétate comme groupement partant qui va être utilisé sous forme d'un mélange d'anomères. On va utiliser dans ce type de réaction de N-glycosylation de type Vorbruggen, eh bien, au moins un équivalent d'un composé acide de Lewis, en l'occurrence ici du TMS triflate. Du point de vue pratique, on utilise souvent des solvants de type dichloro-1,2-éthane, aussi un solvant historique dans cette méthode qui est l'acétonitrile, bien que l'expérience qu'on peut en avoir au laboratoire montre que souvent on peut avoir des réactions, disons, parasites liées à la réactivité très particulière qu'a l'acétonitrile. Et on verra aussi qu'on peut utiliser un peu plus tard dans cet exposé, on reviendra aussi sur le chlorobenzène. Donc une fois qu'on a mis ces composés, eh bien il faut bien sûr ajouter la base nucléique. Donc ce sont des bases nucléiques dans le cas de la réaction de Vorbruggen qui vont être persillylées, et cette base, via son azote 1 qui est le plus nucléophile, va venir attaquer le carbone anomérique, et dans ce cas-là, on va avoir une réaction qui sera totalement diastéréosélective puisqu'on isole uniquement le bêta-anomère. Alors, quand on regarde un petit peu le mécanisme d'un peu plus près, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'acide de Lewis va venir activer l'acétate en position anomérique. On va former dans un premier temps ce qu'on appelle un oxocarbénium, et du fait de la présence de cet acétate en position 2 sur la face alpha du donneur de glycosyle, eh bien, on va avoir une stabilisation de cet oxophosphétane sous forme d'un acétoxonium qui est indiqué ici, un acétoxonium de type 1,2, où on voit bien que la charge plus qui est ici sera stabilisée par le doublet non apparié de 2 atomes d'oxygène de part et d'autre. Et ça, c'est vraiment important puisque dans ce cadre-là, eh bien, la base persillylée va venir attaquer ce centre anomérique via la phase bêta selon un mécanisme de type SN2, et ce qui conduit à l'anomère bêta. Donc ça, on a des conditions qui sont dites des conditions de N-glycosylation de Vorbruggen. Et Vorbruggen, la modification qu'il a apportée à la méthode un peu plus ancienne, qui est la méthode de N-glycosylation de type Hilbert-Johnson, qui se fait, elle, à des températures bien plus élevées. Alors, c'est une méthode qui est, disons, plus ancienne, puisqu'elle date des années 1930. La première publication date d'ailleurs de 1929. Lui, Vorbruggen, sa contribution, ça aura été
d'amener au moins une quantité scotométrique d'un acide de Lewis, et ça permet dans ce cadre-là d'avoir des réactions qui peuvent se faire à plus basse température. Donc on voit bien ici l'importance d'avoir dans cette position 2 sur le donneur de glycosyle un groupement qui va pouvoir assister en quelque sorte cette réaction de N-glycosylation. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si on revient au cas de la gemcitabine? Eh bien, vous voyez tout de suite que dans le donneur de glycosyle, ici en position 2, on a pas de groupement capable de faire cette assistance. Et quand les chimistes de chez Lilly ont commencé à s'intéresser à la gemcitabine et bien sûr à la réaction de N-glycosylation, ils sont partis du postulat suivant, c'est que en regardant la structure du donneur de glycosyle, qui a en position 2, comme je l'ai indiqué à l'instant, 2 atomes de fluor, donc des atomes qui sont fortement électroattracteurs, eh bien, ils ont postulé que dans ce cas-là, avec ces atomes de fluor, l'oxocarbénium qui devait se former serait particulièrement instable et le mécanisme, au lieu de passer par un mécanisme de type SN1, passerait plutôt via un mécanisme de type SN2. C'est pourquoi qu'ils ont préparé ici ce donneur de glycosyle avec des groupements protecteurs de type silylé, mais avec en position anomérique un groupement partant de type acétate qui, lui, va être utilisé uniquement sous la forme de l'anomère alpha, de telle manière à avoir la réaction de type SN2 qui aurait dû conduire à la gemcitabine. Malheureusement, quand les chimistes de chez Lilly ont mis en pratique ces conditions opératoires très proches de celles qu'on vient de voir, puisque ici, on a de la cytosine silylée en présence, une fois de plus, de TMS triflate dans du dichlorométhane à reflux. Ils ont bien obtenu le produit attendu, mais malheureusement, comme vous pouvez le voir, sous forme d'un mélange alpha-bêta où l'anomère non désiré alpha est quand même très largement majoritaire. Alors, compte tenu de l'intérêt de ce composé, il y a eu tout un tas d'études qui ont été faites pour comprendre un petit peu le mécanisme de cette réaction. Et ce qui a été fait dans un premier temps pour avancer un petit peu dans la compréhension du mécanisme, c'est quelque chose qui est assez classique dans ce cas de figure, c'est de se dire peut-être que la réaction qui conduit à une mauvaise diastérosélectivité est due au fait que soit le produit de départ, soit le produit d'arrivée eh bien, va subir une réaction d'anomérisation. Et ce n'est pas le mécanisme en lui-même qui est à mettre en cause. Et tout simplement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont remis ce donneur de glycosyle sous forme d'anomère alpha dans des conditions de type Vorbroggen, bien sûr sans la base persilylée. Ils n'ont pas noté d'anomérisation importante. Et ensuite, ils ont fait la même opération, cette fois-ci avec l'anomère bêta de la gemcitabine. Et dans ce cas-là, ils n'ont pas observé non plus d'anomérisation. Ça veut dire que le mécanisme, c'est sans doute plus complexe qu'on peut l'imaginer. On doit sans doute passer par quelque chose qui est un oxocarbénium, ou tout du moins quelque chose qui y ressemble. Alors bien sûr, compte tenu de l'intérêt de ce composé, il y a eu tout un tas d'autres études qui ont été menées. Alors la première, c'est que les gens de chez Lilly se sont rendus compte que quel que soit le rapport anomérique alpha-bêta du donneur de glycosyle activé par un mésylate, eh bien, en le remettant dans les conditions qu'on a discutées à l'instant, eh bien, on obtenait de manière invariable quasiment le même rapport diastéromérique alpha-bêta de 4 en faveur de l'alpha et 1 en faveur du bêta. Alors, là aussi, il y avait un intérêt pour cette molécule, il y a eu énormément de choses qui ont été faites et ils sont arrivés à un compromis qui est le suivant, en utilisant un donneur de glycosyle non pas protégé avec des groupements silylés mais avec des groupements benzoates, en utilisant une cytosine persilylée mais avec ici un groupement N-acyl à l'origine, en traitant ces deux composés-là avec du TMS triflate, cette fois-ci dans du dichloroéthane 1,2 à reflux, suivi ensuite d'une déprotection des fonctions benzoates, eh bien, ils ont pu obtenir la gemcitabine à peu près avec un rendement de 50%, mais déjà là on est à l'échelle du kilogramme. Et ensuite, eh bien, ils ont regardé le rapport diastéromérique qui s'était quand même légèrement amélioré par rapport à ce qu'on avait vu, puisqu'ils ont un rapport, somme toute, de 1 pour 1. Et à partir de ce mélange, eh bien, ils ont pu obtenir la gemcitabine sous sa forme anomériquement
bêta pur par simple recristallisation du chlorhydrate correspondant. Alors, compte tenu de l'intérêt de ce composé, il y a eu énormément de choses qui ont été faites pour essayer à la fois de comprendre ce mécanisme de N-glycosylation et aussi, bien sûr, et c'est peut-être le plus important pour l'aspect industriel, augmenter au maximum le rapport alpha-bêta en faveur de l'anomère bêta. Alors, parmi tous les travaux qui ont été publiés, il y a eu des travaux que je trouve très intéressants et aussi qui ont permis de révéler des aspects mécanistiques tout à fait surprenants dans le cadre de cette réaction. Et ces travaux ont été menés par une équipe de chimistes coréens. Alors, ces chimistes coréens ont tout d'abord préparé ce bromure de ribofuranosyle uniquement sous sa forme anomère alpha, comme vous pouvez le voir, à relativement grande échelle, à partir de cette ribonolactone qui comporte ici le motif gemme difluoré et aussi en position 3 sur la face alpha de cette ribonolactone, eh bien, un groupement protecteur, cette fois-ci de type 4 phénylbenzoate, de telle manière à avoir des composés qui soient plus faciles à purifier par cristallisation, comme on le verra au long de cette séquence, puisque ce groupement protecteur a des caractéristiques très intéressantes en termes de propriétés cristallogènes. Alors ça, c'est des choses qui avaient été développées il y a très longtemps par le groupe de Corée, en particulier dans la synthèse des prostaglandines. Alors pour commencer cette synthèse, eh bien, cette ribonolactone va être réduite, tout du moins son carbonyle, de façon diastéréosélective avec cet hydrure de lithium-aluminium qui est encombré et désactivé à basse température. On va obtenir ce lactol et le lactol va être directement traité par du chlorodiphénylphosphoryle pour conduire à ce diphénylphosphate. Et au niveau du composé brut, vous voyez qu'on a dans ce cadre-là un rapport diastomérique qui est intéressant pour la suite de la réaction, comme on va le voir, puisqu'on a un rapport alpha-bêta de l'ordre de 1 pour 11 pratiquement. Et le composé a pu être obtenu pur sous sa forme bêta par recristallisation et vous voyez avec un rendement global de 77% pour ces deux étapes et on est vraiment à des échelles qui commencent à être intéressantes puisqu'on est autour de 600 grammes. Ensuite, eh bien, ce diphénylphosphate a été traité par une solution d'HBr concentrée dans l'acide acétique à température ambiante et par un déplacement du phosphate via un mécanisme de type SN2, eh bien, on obtient ce bromure de ribofuranosyle sous la forme alpha pur après recristallisation. Et pour la dernière étape, comme vous pouvez le voir, on a un rendement de 82%. On est quand même là aussi à des échelles qui sont intéressantes. Alors, ce qui va suivre, c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant puisque ces auteurs coréens n'ont pas utilisé la réaction de N-glycosylation de type Verbruggen, mais vont utiliser la réaction de N-glycosylation de type Hilbert-Johnson, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas rajouter dans le milieu réactionnel la quantité stoichiométrique du promoteur comme l'avait fait Verbruggen, donc pas d'acide de Lewis. Et à partir donc de cet anomère alpha pur, ils vont le traiter avec cette cytosine persilylée dans ce mélange de solvants où l'heptane est largement majoritaire, donc on est à reflux de l'heptane, et ils vont obtenir la gemcitabine avec un très bon rendement, à 92%, donc là on est à l'échelle de 300 grammes, avec, et ça commence à devenir intéressant, un rapport diastéromérique de 1 pour 1,5 pour l'anomère bêta, qui est l'anomère bien sûr souhaité. Et pour avoir un tel rapport diastéromérique, les chimistes coréens vont se rendre compte qu'il y a une chose qui est cruciale et qui bien sûr
qui a été appliquée, c'est que pour avoir ce résultat, il faut absolument éliminer, fur et à mesure de sa formation du milieu réactionnel, le bromure de triméthylsilyle. Et comme on le verra dans le transparent qui va suivre, c'est une chose qui est vraiment clé pour avoir le résultat tel qu'on vient de le décrire. Alors ensuite, pour avoir la gemcitabine sous sa forme bêta pure, eh bien, comme précédemment, hein, on va traiter ce composé par une solution d'ammoniac dans le méthanol et après recristallisation du composé sous sa forme d'hydrochlorate, eh bien, on obtient la gemcitabine pure sous forme bêta avec un rendement de 71%. Et là, on est quand même à des échelles qui sont intéressantes puisqu'on est autour de 200 grammes. Alors maintenant, si on revient un petit peu à cet aspect mécanistique, donc on va voir l'aspect mécanistique et aussi l'aspect pratique. Alors l'aspect mécanistique, je l'ai indiqué à l'instant, on est dans le cadre d'une réaction de type Hilbert-Johnson, donc pas de promoteur. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir l'azote le plus basique de cette cytosine persilylée qui va venir attaquer le carbone anomérique. On va expulser Br- et cette réaction va se faire via un mécanisme de type SN2. On obtient intermédiairement sans doute un composé de type pyridinium qui va libérer le bromure de triméthylsilyle et former ici cette gemcytosine qui, au niveau de la base nucléique, on a ici la fonction NH2 qui est encore sans doute silylée. Alors, d'un point de vue pratique, je vous ai dit, c'est très important de s'affranchir du bromure de triméthylsilyle et dans les conditions opératoires qui ont été utilisées, c'est-à-dire avec une température très élevée du milieu réactionnel, avec un milieu qui est très riche en heptane, eh bien, les auteurs vont distiller en continu l'heptane, et en distillant en continu l'heptane, eh bien, ils vont entraîner, fur et à mesure de sa formation, le bromure de triméthylsilyle, compte tenu du fait que ce composé, comme vous le voyez ici, a un point d'ébullition qui est inférieur de 20 degrés. Et en prenant ces précautions, eh bien, on obtient une réaction qui, dans le cadre de la synthèse de la gemcitabine, conduit à des rapports diastéréomériques qui commencent vraiment à être intéressants. Alors maintenant, si on s'intéresse un tout petit peu plus à l'aspect mécanistique, alors la chose qui a d'abord été faite en parallèle par ces chimistes, c'est de refaire la même réaction telle qu'on vient de la voir, mais en n'éliminant pas le bromure de triméthylsilyle. Alors, qu'est-ce qu'ils constatent? Eh bien, quand on laisse dans le milieu réactionnel le bromure de triméthylsilyle, eh bien, comme vous pouvez le voir ici, on a une ration qui se déroule bien en termes de rendement globalement, mais là, on a un rapport diastéromérique qui n'est pas très bon puisqu'on est quasiment pour 1 pour 1. Alors, les auteurs ont proposé la chose suivante. D'après eux, le bromure de triméthylsilyle serait responsable de l'anomérisation ici du produit de départ via la formation de cet oxocarbénium et conduirait à un mélange de cet anomère alpha, certes majoritaire, et aussi à cet anomère bêta minoritaire, mais malheureusement, ils ont montré que cet anomère bêta minoritaire est le plus réactif des deux. C'est-à-dire que eh bien, la base persillée va réagir selon un mécanisme de type SN2 et dans ce cas-là, eh bien, on va obtenir la gemcitabine sous forme de son anomère alpha et ce n'est pas ce qu'on souhaite. Donc, ce qui montre bien sans doute l'importance de se débarrasser du bromure de triméthylsilyle. Alors, ce qui était peut-être un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas eu d'autres explications en termes de mécanistique pourquoi le bromure de triméthylsilyle était si problématique dans ce cas de figure. Et quand on fouille un petit peu la littérature, et en particulier quand on regarde cette publication dans OPRD, hein, qui a été publiée l'année passée et qui émane d'un groupe de chimistes de l'industrie, hein, de la société américaine BMS, eh bien, ils ont fait toute une étude sur tout ce qui concerne les réactions de N-glygolylation de type Verbruggen, et ils ont montré que dans ce type de réaction, on formait une entité qui est TMS+,
donc qui est issu sans doute du bromure de triméthylsilyle. Et cette entité, hein, que souvent les anglo-saxons appellent le fat proton, c'est une entité qui a des propriétés à la fois acide de Lewis et à la fois acide de Bronsted. Et ça serait sans doute elle qui serait responsable de cette réaction d'anomérisation, favorisant la formation donc de cet oxocarbénium. Alors voilà un petit peu le point qu'on voulait faire avec vous sur la synthèse de la gemcitabine et les problématiques de N-glycosylation. Et maintenant, on va s'intéresser à une autre molécule qui, là aussi, est une molécule qui est relativement importante en termes d'application thérapeutique. C'est le phosphabuvir. Alors, à l'origine, le phosphabuvir, c'était une molécule, tout du moins sa partie cœur nucléosidique, qui avait été synthétisée par les chimistes pharmacètes dans les années 2005, alors toujours dans le cadre du traitement de l'hépatite C. Et à l'origine, ces chimistes s'intéressaient non pas à ce dérivé de type uridine, mais plutôt à des dérivés de type citidine. Et ce produit avait été préparé, disons, à la fin de tout un tas d'analogues, et il s'est avéré que ce composé de type uridine était, dans le cadre de l'hépatite C, bien plus intéressant. Alors, par la suite, ce composé a été en quelque sorte conditionné sous forme de prodrogue. Hein. Vous avez une prodrogue de type phosphoramidate. Hein. Alors là, on reconnaît toute la technologie Protide qui a été développée il y a quelques années par Christopher McGuigan. Et ce composé, avec ce système prodrogue, a été commercialisé en 2015 sous le nom de phosphabuvir, et c'est un composé qui est excessivement intéressant dans le traitement de l'hépatite C. Hein. On estime que 95% des personnes qui souffrent de l'hépatite C chronique pourraient être traitées avec succès avec ce composé. Donc nous, dans ce qui nous intéresse, on va revenir à la synthèse du cœur nucléosidique de ce composé, et là on voit bien qu'on a toujours en position de prime l'absence de groupement qui pourrait faire une assistance en chimérique dans le cadre du N-glycosidation. Et alors les chimistes de Pharmacet ont pour tout du moins les premiers lots de molécules, utiliser une autre stratégie qui est assez commune dans la synthèse des nucléosides, tout du moins de leur analogue, c'est de partir d'un analogue d'un nucléoside commercial naturel. Et ici, les chimistes de Pharmacet sont partis de cette citidine. Alors, la première chose qui a été faite, eh bien, ça a été une protection chimiosélective de la fonction NH2 en position 4 de la nucléobase. Et pour ça, ils ont utilisé une méthode qui est très simple et très efficace. Hein. C'est toujours très intéressant en chimie d'avoir des choses qui sont à la fois simples et efficaces. C'est vraiment le cas de cette méthode, hein, qui consiste tout simplement à prendre la citidine, de la traiter avec de l'anhydride benzoïque, tout simplement dans du DMF à température ambiante. Et comme vous pouvez le voir, on obtient le produit souhaité avec un excellent rendement. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces conditions-là? Eh bien, vous allez avoir l'azote nucléophile qui va venir attaquer le carbonyle de l'anhydride. Vous allez relarguer de l'acide acétique. Et ce qui est important, c'est que dans le DMF, eh bien, l'acide benzoïque est peu acide puisque son pKa a été mesuré, il est de l'ordre de 12,6. Donc, on n'aura pas de protonation du NH2 du produit de départ, et ce qui permet de ne pas additionner de bases type triéthylamine. Et si vous le faites, eh bien, vous aurez obligatoirement des réactions secondaires avec une formation de benzoate au niveau de l'alcool en position 5'. Donc, une fois que cette réaction de protection a été réalisée, on va vouloir travailler sur la position 2' ici. Donc, sachant qu'on a deux fonctions alcool libre, eh bien, il va falloir les protéger. Alors, dans la chimie des sucres et bien sûr dans la chimie des nucléosides, eh bien, il y a un groupement protecteur qui est très populaire, hein,
vous l'avez sous les yeux, il va permettre la protection simultanée de la fonction alcool en position 5' et de la fonction alcool en position 3' via ce système cyclique à 8 centres. Alors, c'est pareil, c'est une réaction qu'on a beaucoup pratiquée au laboratoire, qui n'est pas toujours simple à mettre en œuvre, parce qu'on a souvent des sous-produits. Alors, le sous-produit qu'on note souvent, c'est une protection de l'alcool 2' et 3' via un système cyclique, cette fois-ci à 7 centres. Et aussi, comme sous-produit, on observe souvent la formation d'un dimère, c'est-à-dire que ce silicium va réagir avec la fonction primaire d'un nucléoside, et ce deuxième silicium fera la même chose, et on se retrouve avec des dimères. Alors, il faut souvent, disons, utiliser des petites astuces, regarder, disons, avec attention la dilution, parfois ajouter cet agent de siylation en continu. Il y a tout un tas de choses à mettre en œuvre quand, dans certains cas, on a ce type de réaction secondaire. Alors ensuite arrive une réaction d'oxydation. Donc ça, c'est des choses qui sont relativement classiques. On va utiliser les conditions de type Swern et on va pouvoir oxyder la fonction alcool en position 2' sous forme de ce composé carbonylé ici, en position de prime. Alors là aussi, il y a une chose qu'il faut noter, c'est que souvent, quand vous avez des cétones en position 2' ou en position 3' dans le cadre de la chimie des nucléosides, vous avez dans certains cas ces dérivés carbonylés qui ont la fâcheuse habitude d'aller se mettre sous forme d'hydrate. Et il y a un très joli papier qui a été publié il y a quelques années par Sébastien Lemaire du groupe Janssen à Beers, qui a bien montré toute cette problématique et la complexité que ça peut apporter pour l'étape qui va suivre. Alors, c'est des choses que nous aussi, on avait souvent notées, des formations d'hydrate en position 2' ou en position 3' et quelquefois vous avez formation de l'hydrate et c'est très difficile de revenir à la case départ, c'est-à-dire à la case composée cétonique. Quand on lit ces travaux, il n'y a pas eu de problème à ce niveau, où ils n'ont pas été, disons, tout du moins notifiés par les auteurs. Ensuite arrive une réaction permettant d'accéder de manière diastéréosélective à l'alcool tertiaire ici. Donc là, tout simplement, il y a un traitement avec du méthyllithium. Et dans ce cas de figure, eh bien, le méthyllithium va arriver par la face qui est la moins encombrée, c'est-à-dire la face alpha. Et c'est souvent le cas quand on a une base nucléique, protégée ou non d'ailleurs, eh bien, on a un encombrement qui est conséquent au niveau de la phase bêta. Et en général, on a des réactions, surtout en position de prime, qui sont totalement diastérosélectives. On a souvent, là aussi, une meilleure diastérosélectivité avec les lithiens comparé aux magnésiens. Et aussi, il y a des choses qu'on avait pas mal utilisées, qui sont aussi intéressantes. C'est d'utiliser, par exemple, du triméthylалuminium. Donc, c'est un réactif qui est particulièrement doux et quelquefois qui conduit à des meilleurs rendements et qui peut aussi, dans des cas où on a une diastérosélectivité qui n'est pas, disons, au rendez-vous, l'augmenter de manière tout à fait conséquente. Alors là aussi, d'après les auteurs, pas de souci. Et ensuite, on va pouvoir se débarrasser du groupement protecteur qu'on avait utilisé au tout début de cette synthèse. Donc là, on a un traitement classique avec du fluorure de tétrabutylammonium. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand la coupure de la liaison oxygène-silicium a lieu, le premier intermédiaire qui va se former, c'est un alcoolate, sachant qu'avec le fluorure de tétrabutylammonium, il y a toujours de l'eau résiduelle. Et bien, l'eau résiduelle va protoner bien sûr cet alcoolate et on va former de l'hydroxyde de tétrabutylammonium. Et quand on a des groupements qui sont sensibles au milieu basique, et plus la réaction va avancer, plus le milieu va devenir basique, on peut avoir des problèmes, ce qui peut être le cas ici avec ce benzoate. C'est pour ça que les auteurs ont pris la sage précaution de venir en quelque sorte tamponner le milieu en rajoutant de l'acide acétique pour avoir un milieu qui soit moins basique, de telle manière à ne pas avoir de réaction secondaire d'élimination du groupement protecteur. Par la suite, eh bien, une fois que ce triol est en main, donc vous voyez pour la séquence des rendements qui sont relativement bons à l'échelle d'environ 50 grammes, on va avoir une réaction
de protection chimiosélective de cet alcool primaire et de cet alcool secondaire versus cet alcool tertiaire dans des conditions tout à fait classiques, hein, chlorure de l'acide benzoïque en présence de pyridine, et on obtient le produit qui va pouvoir être juste après engagé dans la réaction de fluoration nucléophile. Donc là, pour cette réaction de fluoration nucléophile, on va utiliser un réactif qui est, disons, très populaire pour ce type de réaction, un kilodast. Donc vous avez ici la structure chimique sous les yeux. Donc cet alcool tertiaire va être traité dans ces conditions par le réactif DAST. Et là, comme on peut le voir, bien les choses ne se sont pas très bien passées. Vous allez avoir bien sûr le produit souhaité avec un rendement qui est plus que modeste, hein. Donc là, on a introduit l'atome de fluor avec une inversion de la configuration du centre qui était initial ici, donc en 2'. Donc on reviendra un petit peu sur l'aspect mécanistique juste après. On a comme sous-produit du produit d'élimination. C'est souvent le cas d'ailleurs avec le réactif DAST, en particulier sur les alcools tertiaires, mais là il est à un niveau qui est important, c'est quasiment autant de produits d'élimination que de produits souhaités. Et on a un deuxième sous-produit qui correspond à une épimérisation du centre en position de prime. Donc là, on reviendra un petit peu sur cet aspect mécanistique, mais on a souhaité sur ce slide terminer la séquence permettant d'accéder à la molécule cible. Donc ensuite, après avoir séparé le produit souhaité du mélange avec ces différents sous-produits, eh bien les auteurs l'ont traité dans des conditions classiques, conditions de déamination en présence de désamination pardon en présence d'acide acétique concentré à reflux. Et là, on va passer de la série cytidine à la série uridine. On va avoir une molécule d'eau qui va venir attaquer ce carbone en position 4, expulsion de benzimide, et on obtient le produit souhaité avec un très bon rendement. Et ensuite, même chose par rapport aux séquences qu'on a examinées auparavant, on va s'affranchir des groupements de type benzoate par un simple traitement avec de l'ammoniac dans du méthanol. Donc voilà une synthèse du cœur nucléosidique du sofosbuvir. Donc là, comme je l'avais indiqué au début de cette séquence, on n'est pas passé par la case N-glucosylation, mais comme vous pouvez le voir, on a quand même un nombre d'étapes qui sont quand même relativement conséquents. Alors maintenant, juste rapidement pour revenir sur l'aspect mécanistique de cette réaction de fluoration nucléophile, eh bien à partir de cet alcool tertiaire, on va, avec le réactif DAST, passer par ce type d'intermédiaire. Ce sont des types d'intermédiaires qu'on appelle sulfiluminium. Et quand vous formez ce type d'intermédiaire, vous libérez un ion fluorure. Donc c'est une forme d'activation de la fonction alcool, et l'ion fluorure va venir déplacer ce résidu via un mécanisme de type SN2 pour conduire au produit souhaité. Maintenant, effectivement, si vous reprenez le même intermédiaire et vous voyez les choses sous un angle différent, on peut se dire dans un cas comme celui-ci, on peut éventuellement former un carbocation par départ nucléofuge de ce résidu, et ce carbocation tertiaire peut à son tour éliminer un ion H+ pour conduire à la double liaison exocyclique, ou alors l'autre mécanisme qui serait envisageable, ça serait une attaque du fluorure sur cet hydrogène et une élimination donc du résidu pour conduire au même composé, bien sûr. Alors ce qui est plus intéressant, c'est le deuxième sous-produit qui a été isolé, qui correspond à un produit d'épimérisation. Et là, on reprend toujours le même intermédiaire qu'on a commenté dans les deux cas précédents. Et cette fois-ci, on va regarder ce qui se passe en position 3'. Et en position 3', vous avez ici une fonction ester, et vous allez avoir, comme dans le cas des réactions de N-glycosylation de Vorbruggen, eh bien, une réaction type assistance en chimérique, c'est-à-dire que vous allez soit passer par le carbocation, ou soit avoir une attaque ici de cet oxygène sur ce centre en position 2' et départ de ce résidu, pour former cette fois-ci non pas un acétoxonium, mais un benzoxonium qui, dans les
dans cette réaction ne va pas évoluer, mais quand on va le traiter par une solution aqueuse, intermédiairement, on va faire l'hémiacétal, et l'hémiacétal, en quelque sorte, va fragmenter de telle manière à positionner le benzoate sur l'alcool le moins encombré, et en l'occurrence, l'alcool secondaire versus l'alcool tertiaire que vous avez ici. Alors, juste pour compléter un peu cette synthèse du phosphobuvir, il y a eu aussi des approches utilisant la réaction de N-glycosylation. Et là aussi, on a réutilisé des conditions de type Verbruggen, et les gens de chez Pharmacet ont utilisé comme donneur de glycosyle ce composé avec en groupement partant un groupement acétate. On a déjà installé, bien sûr, en position 2 le méthyle et l'atome de fluor sur la face alpha. Et dans ces conditions de type Verbruggen, eh bien, ils ont remarqué qu'il était très important d'utiliser un excès d'acide de Lewis, puisque quand on réalise cette réaction, on obtient le dérivé du phosphobuvir avec un rapport diastéréomérique de 1 pour 4 en faveur de l'anomère bêta souhaité. Et l'explication qui a été donnée par les auteurs vient cette diastérosélectivité a pour origine, d'après eux, une coordination entre l'acide de Lewis et l'atome de fluor via son doublet d'appareillé sur la face alpha, qui, lorsqu'on va former l'oxocarbénium, eh bien, va encombrer la face alpha, et la base persillée va venir attaquer cet oxocarbénium par la face bêta, conduisant majoritairement à l'anomère souhaité. Alors, quand on regarde là aussi la littérature, et on se rend compte que le solvant peut avoir son importance, et ces auteurs ont bien montré qu'il fallait absolument utiliser du chlorobenzène, qui est un solvant peu coordinant, donc qui permet la coordination fluor-acide de Lewis. Maintenant, pratiquement dans le même cas de figure, non pas avec un acétate, mais avec un benzoate, si vous utilisez comme solvant de l'acétonitrile, donc qui est un solvant qui est bien plus coordinant, vous aurez une contribution moins importante à cette interaction fluor-acide de Lewis, et vous voyez qu'ici, on perd complètement la diastérosélectivité. Et cette coordination halogène, acide de Lewis, dans le cadre des réactions de N-glycosylation, avait été notée d'ailleurs par les chimistes de la société Idenix, puisque sur ce cas qui est exposé ici sur ce slide, vous avez, eh bien, dans ce cas de figure, non pas un atome de fluor, mais un atome de chlore, et quasiment dans les mêmes conditions, eh bien, on a, pour cette réaction de N-glycosylation de Verbruggen, uniquement l'anomère bêta avec un excellent rendement. Ça veut dire peut-être que dans ce cas-là, avec un chlore, cette interaction chlore SNCl4 est plus importante et masque d'une manière plus efficace la face alpha. Donc voilà un petit peu ce qu'on voulait vous présenter concernant les différents aspects pour synthétiser des composés de type phosphobuvir, soit à partir d'un nucléoside naturel, soit repasser par cette étape de N-glycosylation. Alors maintenant, pour terminer ce webinaire, nous allons rapidement voir un troisième cas de figure dans cette chimie des nucléosides qui concerne la synthèse du centre anomérique quaternaire du remdesivir. Alors, le remdesivir, c'est une molécule qui a été brevetée en 2012, qui a montré un intérêt pour le traitement de la fièvre d'Ebola, et plus récemment, on a pu le voir d'ailleurs dans la presse, il y a eu des études cliniques qui ont montré que des patients hospitalisés souffrant du Covid-19, eh bien, quand ils étaient traités par injection intraveineuse avec du remdesivir, avaient un temps d'hospitalisation qui a été réduit d'à peu près 30%. Ce qui montre que ce composé, même si ce n'est pas le remède miracle, a une activité, donc d'où l'intérêt éventuellement de préparer des analogues de ce remdesivir pour avoir encore des composés plus efficaces dans le cadre du Covid-19. Alors maintenant, si on revient à l'aspect chimique, on va avoir dans un premier temps la formation du lactol. Donc, les chimistes de chez Gilead ont, à partir de cette base hétérocyclique iodée dans cette position, eh bien, fait un traitement en présence de TMS chloride
et du magnésien, du bromure, du chlorure de benzène, de telle manière à avoir une protection ici du NH2 en position 6 de manière temporaire, de telle manière à pouvoir enchaîner une deuxième étape d'échange halogène-métal avec le magnésien du chlorure d'isopropyl complexé avec le chlorure de lithium. Et dans cet échange halogène-métal, eh bien, on obtient ce qu'on appelle un turbo-grignard. Donc, ce sont des entités organométalliques qui sont très nucléophiles, peu basiques, qui ont été pas mal utilisées et étudiées d'ailleurs par le groupe de Paul Knoschel. Et ce composé turbo-grignard va venir s'additionner sur cette ribonolactone de telle manière à fournir ce lactol sous forme d'un mélange d'anomères avec un rendement de l'ordre de 42%, et ceci à l'échelle de 13-15 grammes. Alors, maintenant, pour construire ce centre stéréogène anomérique quaternaire, eh bien, après pas mal d'essais et pas mal de travaux, les gens de chez Gilead ont montré la chose suivante. Il fallait traiter ce mélange anomérique de ce lactol avec une combinaison d'acide triflique et de TMS triflate à moins 78 degrés, puis ensuite ajouter du cyanure de triméthylsilyle qui, à moins 78 degrés, permet d'obtenir, après traitement de la réaction, le composé souhaité avec une excellente diastéréosélectivité, un excellent rendement à l'échelle de 60 grammes. Alors, quand on regarde un peu les travaux qui ont été publiés pour cette réaction par les chimistes de Gilead, ils ont montré que dans ce cas, l'acide triflique était clé de telle manière à former à basse température cet oxocarbénium. Ensuite, on additionne le cyanure de triméthylsilyle et là, ils ont postulé qu'on allait avoir une coordination entre le silicium de ce réactif et le doublet non apparié de l'oxygène du groupement protecteur benzyle en position 2' sur la face alpha, de telle manière à avoir une réaction intramoléculaire qui va conduire à la migration en quelque sorte de l'ion cyanure sur la position anomérique de telle manière à avoir une réaction qui soit totalement diastéréosélective. Et pour la dernière étape, eh bien, on va avoir tout simplement dans le traitement avec du BCl3. Donc ça, c'est des choses qui sont très classiques dans la chimie des groupements protecteurs. C'est une très bonne méthode pour couper des groupements de type benzyle et on obtient ainsi avec un très bon rendement le cœur nucléosidique du remdesivir. Donc voilà un petit peu les différentes choses qu'on souhaitait partager avec vous. C'est une chimie, la chimie des nucléosides, qui est une chimie qui est très riche, très intéressante. Et comme je l'ai mentionné au tout début de cette présentation, nous avons eu, à travers les différents contrats qu'on a exécutés en quelque sorte pour nos questions, pour nos clients, une bonne pratique de cette chimie. Et pour terminer, une fois de plus, j'aimerais remercier mes collègues de la société Atlanchim Pharma pour la relecture de ce webinaire et les différentes remarques qu'ils ont bien voulu me faire concernant cette présentation. Je voudrais aussi remercier Aurélie et Marie-Amélie, et en particulier Aurélie pour la mise en place de ce webinaire. Et à titre personnel, je voudrais aussi vivement remercier mes collègues du groupe Symbiose à la Faculté des Sciences, avec lequel je partage aussi pas mal de choses dans la chimie des nucléosides, puisqu'on a eu la chance d'avoir un soutien depuis quelques années très important de la société Janssen dans ce domaine, à travers un certain nombre de bourses de thèse, et on tenait là aussi, et je tenais à titre personnel à les remercier. Et je remercierai aussi à titre personnel Joanne Leblanc pour la première relecture de ce webinaire. Donc, comme d'habitude, nous sommes prêts à répondre à vos questions. Donc, le système est toujours le même. Je vais pouvoir lire les questions qui me sont posées et j'apporterai une réponse à ces questions. Et
bien sûr, pour finir, je vous remercie pour votre attention et comme je l'indiquais à l'instant, je suis prêt à répondre à vos différentes questions. Alors, il y a quelqu'un qui me demande mécanistique. Pour la gemcitabine, existe-t-il des synthèses à partir du nucléoside, fluoration de l'acétone en 2'? Oui, il y a un exemple. Alors ça, c'est des choses qui ont été décrites il y a quelques années dans un brevet. Donc le gros problème, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est la préparation de l'acétone en position 2'. Et ensuite, effectivement, comme on utilise le DAST pour faire des fluorations d'alcool, eh bien, on peut utiliser aussi le DAST. En particulier, il y a d'autres réactifs de fluoration nucléophile qui peuvent être utilisés, mais effectivement, ça a été fait hein, dans un brevet. Donc, il y a quelqu'un qui me remercie pour ses éclairages sur l'aspect mécanistique. Alors, c'est vrai que l'aspect mécanistique des réactions de N-glycosylation, en particulier quand on rajoute des acides de Lewis, il y a quand même, disons, pas mal de choses à trouver et c'est pas toujours, disons, encore bien établi. Alors, quelqu'un me dit, dans le cas de la synthèse de la gemcitabine, la nature des groupements protecteurs en 5' et en 3' peuvent-elles avoir une incidence sur la composition du mélange de diastéréoisomères? Alors ça, c'est un problème sur lequel je suis que je ne suis pas revenu, je n'ai pas insisté là-dessus, mais effectivement, il y a eu des travaux assez récents qui ont été faits par des chimistes de l'industrie pharmaceutique, là aussi aux États-Unis, et qui ont montré que de manière idéale, dans le cadre de la gemcitabine, ce qu'il faudrait faire, ça serait mettre en position 3' un groupement de type benzoate, parce que d'après des études d'EFT, on pourrait avoir une contribution du carbonyle sur le benzoate en position 3' sur la face alpha pour stabiliser l'oxocarbénium et surtout ne pas utiliser de groupement protecteur de type benzoate en position 5' parce que ça va faire l'effet inverse. Et effectivement, dans un cas, ils ont mis un groupement silylé en position 5', un groupement benzoylé en position 3'. Ils ont une très bonne diastérosélectivité et ils ont inversé. Et là, la diastérosélectivité est bien moins bonne, voire catastrophique. Et effectivement, il y a une incidence, mais le problème qui se pose, c'est souvent un problème de synthèse. Il faut différencier le groupement protecteur en position 3' et 5', et ce n'est pas toujours évident. Il y a quelqu'un qui me dit: merci Jacques, le groupement cyano du remdesivir en position anomérique a-t-il un caractère de groupement partant? D'après ce que j'ai pu voir dans cette chimie-là, une fois qu'il est installé, il a l'air d'être relativement stable et il n'y a pas de réaction qui conduirait par exemple à former un équivalent d'oxocarbénium en libérant l'ion cyanure en quelque sorte. Par contre, on a observé dans certains cas, et ce qui montre bien sa stabilité, ayant travaillé sur des dérivés du remdesivir, on a observé dans des conditions très dures une hydrolyse du groupement cyano en position anomérique en fonction amide. Et on n'a pas noté de départ. Et ce constat sans doute montre sa grande stabilité dans cette position. Donc, je vois qu'il y a pour l'instant plus de questions. Alors, je vous remercie encore d'avoir été présent à ce webinaire. Et si toutefois vous aviez des interrogations, des questions, si sur certains points je n'ai pas été suffisamment clair ou s'il y a eu des oublis, surtout ne pas hésiter à vous me contacter par courrier électronique. Et je sais que la dernière fois, pour le webinaire que nous avions fait sur la chimie du pyrrole, j'ai eu un certain nombre de questions après coup et je me suis fait un plaisir d'y répondre. Donc, surtout, n'hésitez pas et merci hein, d'avoir été présent pour ce 4e webinaire Atlanchim Pharma.